l'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La Vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec. Bonjour, aujourd'hui on fait un détour et on plonge dans les souvenirs. Du rapport Pronovo à la souveraineté alimentaire en passant par l'Institut Jean Garon jusqu'au fromage qui portera son nom. Bienvenue à La Vie agricole. Jean Garon a été au cours des dernières décennies une des grandes personnalités du Québec. Ténor du Parti québécois, il a aussi été un grand défenseur de l'agriculture et il aura marqué les esprits. Jean Garon était un homme de débat. Il souhaitait que le monde rural et le monde urbain se parlent et se comprennent. On en discute tout à l'heure avec Yann Turmine, notre expert de l'émission, et Simon Bégin, son ancien attaché de presse. Mais préalablement, notre collaborateur Guy Duval rencontre sa femme, Judy Garon. Infatigable travailleur, Jean Garon reste sans doute le ministre de l'Agriculture le plus emblématique du Québec contemporain. Mais rien ne laissait présager un tel destin, alors que cet économiste et avocat se destinait plutôt à l'enseignement universitaire. Membre fondateur du Parti québécois en 1968, il entretient avec René Lévesque une relation d'estime et de loyauté réciproque qui ne s'éteindra jamais. Sa carrière politique est digne des plus grands. Il est élu 5 fois comme député pour le Parti québécois dans Lévis, ville dont il sera le maire entre 1998 et 2005. Il aura laissé une empreinte indélébile sur le ministère de l'Agriculture qu'il dirige avec une douce fermeté pendant plus de 9 ans. Nationaliste convaincu, il a su concrétiser ses aspirations en pilotant la loi sur la protection du territoire agricole, une loi essentielle fondée sur la primauté du bien public et qui, encore aujourd'hui, garantit l'autonomie et l'indépendance de nos terres agricoles. Madame Garon, bonjour. Bonjour. Madame Garon, vous étiez la conjointe de M. Jean Garon. On vous appelle Madame Judy Garon. Oui. Mais vous avez sûrement un autre nom que Madame Judy Garon. Oui. Mon nom de fille, c'était Slimgan. Slimgan. Oui, c'est pas un nom facile. Et puis vous avez un accent, c'est un accent sûrement Ouais. pas du Lac-Saint-Jean. Non, je suis américaine de la côte ouest, Seattle, Washington. Washington. Oui. Comme ça, il m'a cherché loin. Oui, sûrement loin. Et puis, qu'est-ce que vous faisiez? Est-ce que vous travaillez dans ce Oui, temps-là? j'ai travaillé là-bas, mais j'étais en vacances quand je l'ai rencontré. J'arrivais à Paris avec ma mère et une de mes tantes. Et on cherchait une place pour coucher. Et j'avais demandé les directions pour trouver un téléphone parce que j'ai eu une liste de places que j'ai été capable de téléphoner. J'ai pensé que ça va plus vite. J'avais demandé à quelqu'un, mais les directions étaient tellement compliquées, je n'ai pas compris. Jean passé, il était à la Sorbonne pour écouter les discours pour la dissertation. Et comme ça, il passait, il a réalisé que je n'ai pas compris. Il est venu et il m'a demandé en anglais, est-ce que je peux vous aider? J'ai dit oui. Oui, vous étiez contente. Vous étiez à Paris. Oui. Et puis, lorsque vous êtes arrivé ici au Québec, j'imagine que M. Garon était en pleine campagne politique. Est-ce que vous pouvez nous conter un peu les débuts parce que vous ne parliez pas français? Non. Quand on s'est mariés, il parlait qu'il avait déjà été impliqué beaucoup dans les politiques, mais il avait se retiré un peu. Il était professeur de droit à Laval et comme ça, on menait une vie très tranquille. Mais en 1976, ils avaient demandé de se présenter à Lévis. Il a décidé oui. Comme ça, il était élu. Parce que dans le livre ici de Jean Garon, pour tout vous dire, qui était édité par La Vie agricole, Oui. on parle de M. Garon lorsque M. René Lévesque l'a fait venir à son bureau pour lui offrir Oui. le ministère de l'Agriculture. D'après ce qu'on lit dans le volume, il a été très surpris. Oui. Mais parce que Jean, quand il est allé pour l'entrevue, il a dit, je pense qu'il va me demander d'être adjoint quelque part. Il dit ça, il connaissait René Lévesque assez bien et il n'a pas parlé d'un ministère, il pensait de demander pour quelque chose d'autre. Comme ça. Il est bien content d'avoir reçu le téléphone, mais en arrivant, moi j'étais à la porte, j'ai dit, puis,
Et il a dit, vous ne me croyez pas. C'était le ministère de l'Agriculture qui m'offre. Et j'avais dit oui. Et puis, je pense que M. Garon n'avait pas d'expérience au niveau agricole. C'était un professeur d'université. Ouais. Il y avait, je pense, c'est un avocat. Avocat, économiste. Avocat, puis économiste en Ouais. plus. Alors, les premiers moments, ils ont dû être quand même assez difficiles. Ils sont retournés chaque soir avec les boîtes de dossiers à regarder, passer à travers. Au Parlement, quand ils ont eu les périodes de questions, c'était très difficile parce que les gens demandaient les questions au sujet de les programmes spéciaux avec lesquels ils étaient plus ou moins confortables de discuter. Comme ça, il m'a dit constamment, donne-moi 3 mois. Et il parlait avec un homme qui était à l'Assemblée nationale, comme il était le speaker. Et il a dit, enquête-toi, Jean. Il connaissait Jean assez bien. Il dit, il rit peut-être maintenant parce que tu n'es pas capable de répondre aux questions, mais avec le temps, c'est toi qui vas rire. Oui, mais comme ça. on sait Il a travaillé très fort pour vraiment comprendre les dossiers, de savoir, d'avoir les idées, parler avec beaucoup de personnes. C'est quelque chose qu'il a toujours fait pour avoir les idées de tout le monde, pour aider à analyser la situation. Et quand il procédait, il savait exactement où il voulait aller. Et puis, j'imagine qu'à la période, lorsque présenté la loi sur la protection des terres agricoles, Ouais. ça a dû être une grosse période, Oui. j'imagine, là, de Ben stress. Puis de, Oui. Ben oui. Il ne voulait pas que ça sortait avant, parce qu'il ne voulait pas de spéculation, vite, avant que c'était fait accompli. Comme ça, oui, c'était une période très stressante pour lui, mais ça marchait bien. C'était quelque chose pour protéger la terre agricole. Absolument. C'est triste de perdre n'importe quel morceau. Oui, oui, de maintenant. terre, oui. On n'a pas Agricole. autant. Et puis vous, comme femme de député puis de ministre, comment est-ce qu'on vit ça? Une personne engagée, puis qui est travaillant, puis qui épuise pratiquement tout le monde. Oui, c'était tellement un changement parce que la vie d'un professeur à Laval, il était capable de ranger ses heures. Les enfants étaient jeunes. Et comme ça, c'était une vie très tranquille. On a eu le temps pour la famille, on a eu le temps pour les amis. Tout d'un coup, tout ça a changé. Et finalement, on invitait ses parents, ses frères et sœurs, des fois, en disant que viens manger chez nous. Si Jean peut être là, il sera là. Des fois, il est arrivé vers la fin de la soirée. Des fois, il était là avec nous. Mais c'était avec l'idée de continuer avec la vie autant que possible pour une vie normale pour les enfants. Mais s'il était au milieu de quelque chose, pas capable de retourner à temps pour manger, on acceptait ça. On disait de vous que vous étiez une conseillère proche de M. Garon pour le conseiller politiquement ou en agriculture? Ou... Il était pas mal sécuritaire. On a eu des choses à dire toujours, mais en agriculture, on n'était pas connaissante de tout. De les problèmes, il parlait de les problèmes, mais quand il était en éducation, tout le monde a eu une opinion. Les 3 enfants étaient à des niveaux différents à l'école. Chacun a dit, papa, il faut que tu fasses ça, ou papa, il faut que, chez moi, ça ne marche pas. Et comme ça, moi aussi, j'ai eu les opinions comme ça. En agriculture, il était pas mal sereine, la maison. Oui, oui. Comme ministre de l'Agriculture, où est-ce qu'on se souvient beaucoup de M. Jean Garon, il y a une continuité, je veux dire, actuellement. On a l'Institut Jean Garon maintenant qui a été parti, puis bientôt, il y aura un fromage qui s'appellera Jean Garon. Alors, c'est toute la philosophie, je crois, de Jean Garon au niveau agricole qui se poursuit, même après sa mort en 2014. Oui. Ça, c'est pour la famille de voir que ces idées continuent, que c'est peut-être avec symbolisé par le fromage, ça va être superbe. On est bien fiers. Oui, hein? Madame Garon, merci beaucoup. C'est mon plaisir.
Simon Bégin, Yann Turmine, bienvenue sur notre plateau dans le jardin. Simon Bégin, en premier lieu, vous êtes l'attaché de presse légendaire de M. Garon, que vous avez suivi pendant de nombreuses années, et puis Yann Turmine, que l'on connaît bien maintenant, qui est notre collaborateur à la vie agricole, agronome, entrepreneur agricole. La première question sur cette émission, en fait, qui porte sur Jean Garon et sur les déclinaisons qui sont survenues après son décès, c'est-à-dire l'Institut et le fromage, on va en parler tout à l'heure. On voudrait d'abord savoir quel est le rôle principal que M. Garon a eu en agriculture. Écoutez, je pense que quand on parle de l'œuvre de Jean Garon en agriculture, les gens vont spontanément penser à ses grandes réalisations, le zonage agricole, l'accroissement de l'autosuffisance, la grande politique céréalière qui a fait une grande différence au Québec. Mais un rôle, moi, qui me semble encore peut-être plus fondamental, c'est M. Garon, pendant les 9 ans où il a été ministre de l'Agriculture, je pense qu'il y a eu le record de tous les temps du nombre de conférences de presse, du nombre de tournées régionales, du nombre de discours. Alors, il a réussi à convaincre les Québécois de l'importance de l'agriculture sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'occupation du territoire. Il a créé une communication, en fait, permanente. Oui, il a été, je pense que, je ne crois pas qu'on ait revu ça depuis, il a été celui qui a parlé le plus aux Québécois de l'agriculture, expliquer les choses dans des termes simples que les gens pouvaient comprendre. Et le grand message derrière ça, pourquoi l'agriculture c'est important? C'était ultimement parce que c'est important pour un peuple d'être capable de se nourrir lui-même dans la plus grande proportion possible. Vous savez, M. Garon était évidemment un nationaliste. Quand il est arrivé en agriculture, il n'y connaissait rien. Il était professeur à la faculté de droit de l'Université Laval. Mais comme par instinct, comme nationaliste, il a eu l'idée, le réflexe de dire, si on veut être indépendant, une des choses essentielles, c'est d'être capable de se nourrir nous-mêmes. À partir de là, il a décliné toutes ses politiques de protection du territoire agricole. Si on veut se nourrir, il faut avoir du territoire. Si on veut être capable de faire de l'élevage, il faut avoir des céréales. Alors, je pense que... Et on peut dire, parce que tu étais très proche de lui, tu étais son alter ego, est-ce qu'on peut dire que M. Garon avait vraiment l'écoute du premier ministre et l'écoute même de M. Parizeau au Trésor, en fait? Oui, en fait, je pense que dans la composition du premier conseil des ministres de M. Lévesque, après coup, sur le coup, les gens ont dit qu'est-ce qu'il vient faire là, mais après coup, les gens ont pu dire que c'était des bons coups de M. Lévesque. Mais quand M. Lévesque a construit son premier conseil des ministres, il a rencontré le président de l'UPA de l'époque, Paul Couture, puis il a demandé qu'est-ce que vous verriez, qu'est-ce que vous avez besoin. Alors Couture lui a dit nommez-nous surtout pas un agronome. On en a déjà eu, puis on n'en veut plus. On a besoin de quelqu'un qui sait compter, puis quelqu'un qui comprend les lois parce qu'il est fouillé dans les lois agricoles. Alors, Lévesque a fait 1 plus 1 égale 2. Garon est économiste puis est avocat. Et un des traits de caractère de Jean Garon, peut-être pour terminer, il était un peu ratoureux. Ça, tu nous l'as souvent conté. En fait, ses rapports avec le fédéral, ça se passait comment? En fait, M. Garon, c'est un aspect de son passage à la culture qui est peut-être moins connu. Il a mené plusieurs batailles avec le fédéral et il les a presque toutes gagnées. Après son décès en 2014, il y a eu une réflexion avec Simon, avec Mme Garon, avec Emmanuel, son frère, et l'ensemble de ses enfants sur la suite à donner aux idées de Jean Garon. Et ça s'est d'abord traduit par un institut, l'Institut Jean Garon, qu'a cofondé avec nous Jean Pronovo, l'ancien sous-ministre, et que co-préside actuellement Guy de Bailleul et Michel Saint-Pierre. Pourquoi cet institut dans un premier temps? Puis aujourd'hui, après l'Institut, il y a un autre projet déjà qui est en train de naître, qui est même presque prêt, qui est un fromage qui va s'appeler le Jean Garon. Peux-tu nous expliquer, Yann, pourquoi Jean Garon survit à lui-même de toutes ces façons-là? Quand on avait connu Jean Garon, il faut comprendre que pourquoi Jean Garon s'est approché de la vie agricole, c'est parce qu'il trouvait que la vie agricole suscitait des débats. Il voulait avoir des débats et tout ça, puis notre petite gang, on était bon là-dedans à susciter les débats. Et quand Jean Garon est décédé, d'ailleurs, pour notre petit groupe, là, ça a été une perte. Là. Pour nous autres, là, il était quand même une source d'inspiration, M. Garon, puis ça nous donnait justement la motivation à faire ce qu'on faisait. Assez rapidement, on s'est dit, comment qu'on peut faire pour continuer à faire des débats?
puis qu'il soit encore présent même s'il est mort, comment son fantôme peut être là. C'est là l'idée de l'Institut. On s'est dit, au Québec, il n'a pas d'organisme, là, il devrait en avoir. Ça fait longtemps qu'il aurait dû avoir un Institut X, là. L'Institut n'est pas un groupe d'intérêt pour qui que ce soit. Ça avait été créé, justement, là, pour permettre à n'importe qui de venir débattre de tout sujet sur l'agriculture et sur les grands enjeux comme l'autosuffisance alimentaire. Ça c'est parti comme bien des choses autour d'une bonne bière. Une bonne bière, c'était un peu une idée folle, mais en fin de compte, c'était pas si fou que ça. L'idée du fromage, c'était l'idée initiale, elle est concrète, là, aujourd'hui, parce qu'il y a une fromagerie qui s'implique, là. Ben, l'idée du fromage, c'est d'en faire C'est plus qu'un fromage. Oui. Le fromage, c'est l'excuse. La vraie raison, c'est on va en faire un... D'ailleurs, le fromage, c'est un beau symbole. Au Québec, on est... La première production, c'est la production laitière. Puis la production laitière, aujourd'hui, ça en va beaucoup plus vers le fromage. Nous autres, c'est de trouver un produit agricole, entre guillemets, politique, qui peut véhiculer... Politique engagée, dans le sens... Engagée, oui. Pas politique dans le sens de la politique des partis politiques, mais de la grande politique, de dire... puis de l'autosuffisance alimentaire, quel beau produit, un fromage fait avec du lait québécois par des fermes familiales et tout, je pense que c'est un beau symbole. Et on veut, par ce fromage-là, un peu susciter des débats, là. Ce qui est l'objectif de... Donc là, c'est la fromagerie Boivin, c'est ça qui va s'impliquer avec l'Institut pour produire un cheddar. Oui, une fromagerie familiale, parce que il y a beaucoup de symboles dedans. Une fromagerie familiale faite avec du lait entier et non pas de toutes sortes de produits dérivés qui provient de fermes familiales. Je veux dire, au-delà du produit, c'est assez symbolique. Mm-hmm. C'est un peu ce que Jean Garon aurait voulu, c'est ce que Jean Garon portait. La ferme familiale, c'est très important. Alors, Simon, tu détiens dans tes mains le Graal. L'exemple, le prototype, en fait, c'est pas encore l'emballage final parce qu'on est en train de travailler sur l'étiquetage et sur la... Et je signale que c'est un fromage extra fort. Si ça avait été un fromage extra doux, ça n'aurait pas collé à M. Garon du tout. Donc là, et comment est perçu par toi qui a collaboré avec lui pendant tant d'années, par Mme Garon, par la famille, l'idée que tout d'un coup, on retrouve, de la même façon qu'on retrouve un Riopelle sur nos tables, on va retrouver un Jean Garon? Il faut dire que M. Garon, pour lui, l'alimentation, sur le plan personnel, c'était très important. Ça, on l'a constaté. Oui, c'était un gourmand, c'était un gastronome, il aimait bien manger. Et un des produits, comme je disais tantôt, qui a fait beaucoup de communication, il vantait beaucoup les produits québécois auprès des consommateurs. Il insistait beaucoup les consommateurs. Pourquoi aller acheter un fromage européen, un fromage de l'Ontario? On a d'excellents fromages au Québec. Un de ces mots clés, c'est « on peut être les meilleurs ». On est capable. On peut être les meilleurs au monde. Alors ça, c'était un de ces thèmes récurrents. On est rendu aussi, pratiquement aujourd'hui, le consommateur va devoir poser des gestes, moi, ce que j'appelle un geste politique. Si les gens veulent préserver leurs économies, ils vont devoir se forcer à choisir dans la tablette peut-être pas le meilleur prix, peut-être pas l'emballage le plus coloré, mais poser des questions. Je pense que les consommateurs sont prêts à ça aujourd'hui, là. Peut-être que je rêve en couleur. Alors, un peu, le fromage en Garon, c'est un peu pousser ça, dire aux gens, regardez, vos choix d'épicerie, là, c'est comme aller voter. C'est notre économie, c'est nos jobs ici, c'est nos saveurs, c'est nos traditions, c'est aussi, là, c'est... cheddar, c'est québécois, c'est une spécialité québécoise. Sirop d'érable, c'est une spécialité québécoise. Et il y a un peu de nous là-dedans, là. J'aimerais ça, Simon, que tu nous expliques pourquoi la vision de Jean Garon et la vision de Jean Pronovost étaient jusqu'à un certain point assez similaires. Et pourquoi Jean Pronovost s'est tout de suite impliqué de cette façon dans le projet de l'Institut Jean Garon? Je pense que M. Pronovost connaissait l'œuvre de Jean Garon. Alors, il y avait une chose. M. Pronovost, comme M. Garon, était néophyte en agriculture quand il est arrivé dans le dossier. Mais après 2 ans, ça a traversé à visiter le Québec, à entendre 800 mémoires quand même, quelque chose de colossal. Ça avait, je pense, depuis 40 ans, il n'y avait pas eu un exercice de cette nature-là. Alors,
il a connecté avec la vision de M. Garon, l'autosuffisance, le développement des régions, la diversification de l'agriculture et, évidemment, la question syndicale. M. Garon, je pense que a été un des rares ministres capables de tenir tête à l'UPA. Alors, il y avait sa vision de l'UPA et je pense qu'il était convaincu, comme l'a été M. Pronovo, après avoir entendu tous ces mémoires-là, de la nécessité d'avoir un pluralisme syndical au Québec. Alors, il y avait une connexion là, de pensée et de philosophie de ces deux hommes-là. Mais j'aimerais dire une chose. Quand la commission sur l'avenir de l'agriculture a été créée par les libéraux, M. Garon était complètement con. Hein? Parce qu'il faut se rappeler, quand est arrivé le rapport Pronovo, il y a eu quand même des livres blancs, des livres verts. Alors, pour M. Garon, il a vu, là, de la part du gouvernement libéral, une autre occasion de noyer le poisson, de lancer une grande consultation pour avoir finalement à décider, pour avoir à faire les choix. Et M. Pronovo est arrivé avec un rapport extrêmement consistant, extrêmement percutant, tellement que la prochaine chose que les libéraux ont fait, c'est de le mettre sur la tablette. Alors, de cette façon, M. Garon avait raison de se méfier de l'exercice. Mais c'est assez spectaculaire de voir que les éléments qui ont été révélés dans le rapport Pronovo sont essentiellement les mêmes éléments que Jean Garon a bâti ses politiques. Protection du territoire agricole, autosuffisance alimentaire, on focus sur les fermes familiales, la relève. Ah, c'est de voir qu'il y a 40 ans, puis il y a 12 ans, Oui. puis aujourd'hui, c'est exactement les mêmes enjeux. Mais en même temps, 40 ans plus tard, M. Garon, dans le rapport Pronovo, il y avait des recommandations qui modifiaient en profondeur des choses mises en place par M. Garon. Mais même ça, M. Garon aurait été d'accord. Parce que les choses mises en place dans les années 70, 40 ans plus tard, c'était absolument nécessaire de les réexaminer, de les modifier. Mais Pronovo voulait quand même avoir une balance dans ses modèles de production. Et je pense que ça, fondamentalement, au-delà de la question de la syndicalisation, ça dérangeait beaucoup de monde. Ça dérangeait beaucoup d'establishments. Donc, le rapport Pronovo, il a été mis de côté un peu à cause de l'UPA, mais aussi à cause d'un établissement. C'est ça. Au Québec, l'agriculture, dans les 40 dernières années, il y a des grandes corporations qui se sont bien enrichies et il y a des modèles d'intégration là, qui ont émergé en passant, non pas grâce à de généreuses subventions. Et ces gens-là ne sont pas prêts demain matin à lâcher le morceau. Là. Puis quand on dit grande corporation, c'est autant privé que coopérative. Là. Oui. Non. Ça, on s'entend, là. Le mot-clé, je pense, actuellement, c'est statu quo. On aime ça, la formule telle qu'elle est. Il ne faut pas que ça change. Alors Simon, comme on le sait, Jean Garon, dans les dernières années de sa vie, lorsqu'il était à la retraite, on a eu, grâce à la bonne idée de Yann, d'aller le repêcher à Lévis en disant, écoutez, il faudrait que vous exprimiez un petit peu, on aimerait ça vous entendre à nouveau. Et en fait, l'idée, c'était de lui dire, écoutez, est-ce que ça vous tente de parler d'agriculture? On a un journal, on a un journal privé, on est indépendant, on n'est pas rattaché à aucune structure, on aime ça, nous, la liberté d'expression. Il nous a en fait dit oui, j'embarque. Donc il est devenu chroniqueur dans le journal, notre journal qui a pris 20 ans cette année, La Vie agricole. Puis toi qui étais très proche de Jean Garon, je veux savoir comment tu as vécu ça, comment il t'a dit ça, pourquoi il est venu avec nous en fait? Il avait eu sa défaite à Lévis en 2005 et il était resté assez amer. Je pense qu'il s'est retiré de la vie publique, de la vie politique. Puis il ruminait un peu, il rongeait son frein. Et quand La Vie agricole lui a offert cette collaboration-là, cette tribune, je pense que ça lui a donné un nouveau souffle, une nouvelle énergie, parce qu'il a découvert que les gens étaient encore intéressés à entendre ce qu'il avait à dire. Alors, ça, pour lui, je pense qu'à la fin de sa vie, ça a été comme un beau cadeau de pouvoir recommencer à s'exprimer, à émettre ses idées, à débattre, à s'ostiner avec les gens, là, ce qu'il adorait faire. Et grâce à La Vie agricole, il y a eu le projet de la biographie. De la biographie, parce que ça, dans les années qui ont suivi, après 2-3 ans, je sais plus, de chronique, là, on s'est rendu compte qu'en fait, il avait une valeur inestimable pour comprendre l'agriculture, mais pour comprendre aussi le vécu des 50 dernières années au Québec. Oui. Alors oui, ça a été une belle aventure. Moi, je suis très heureux d'avoir contribué à ça. M. Garon racontait sa vie, racontait ses expériences, racontait ses souvenirs, puis moi, je mettais ça en forme. Et bien sûr, c'est un livre qui parle beaucoup de l'agriculture, mais
Dans le fond, c'est 50 ans d'engagement politique au Québec, à partir des années 50. Toutes ces racines nationalistes avec son père, avec le père Paul-Émile Lévesque. Je pense que dans la préface qui a été écrite par Jacques Parizeau, M. Parizeau dit une chose, tout jeune Québécois qui veut se lancer en politique devrait lire la mémoire de Jean Garon. Il y a une vision, il y a aussi une méthode de travail. Dans le livre, Garon explique c'est quoi sa méthode de travail. Elle était très simple, mais peu appliquée. C'était de prendre son temps. Ça, les collaborateurs le savaient. Des fois, là, ça venait, là, hey, ça va-tu aboutir? Mais il prenait le temps de parler aux gens, d'écouter. Il consultait énormément, autant les gens de la rue que des collègues ministres ou des grands hommes d'affaires. Puis, une fois qu'il avait tellement écouté, que c'était clair dans son esprit, il prenait une décision. Puis, une fois que la décision était prise, ça allait de l'avant, ça passait à l'action. Dans le monde agricole, particulièrement au niveau des producteurs, ils le reconnaissent comme un des plus grands ministres d'Agriculture, celui qui a fait des choses. C'est assez surprenant d'entendre qu'il prenait son temps, mais il en faisait des choses. Il y en a qui ne prennent pas leur temps, mais ils font rien. Il y a d'autres gens qui trouvaient que c'était un peu du remorché. Mais généralement, du remorché, c'était ceux qui avaient perdu des choses quand Jean Garon était là. Ce qui est surprenant, c'est que les lois et les règlements qu'on a présentement en agriculture ont été créés il y a 40 ans. Soit que les lois étaient bien bonnes, ou soit qu'on n'a rien fait depuis 40 ans, c'est un ou l'autre. Merci, messieurs. On vient de voir la force de l'héritage de Jean Garon dans la société québécoise et les actions menées par sa famille et son entourage pour créer à sa mémoire l'Institut Jean Garon et le fromage qui portera son nom. Au regard de l'ampleur qu'était le personnage Jean Garon dans la société québécoise, il reste très surprenant qu'aucune rue, aucun édifice ne porte son nom. Merci et au plaisir. L'Institut Jean Garon est fier de collaborer à l'émission La vie agricole. L'Institut Jean Garon pour des débats ouverts en agriculture au Québec.